le principe. Chaque intervenant se présente d'abord en donnant son nom, son prénom, et en donnant aussi le nom de son organe de presse. Après cette phase d'échange, nous allons clôturer notre conférence de presse par une prière de bénédiction finale. Alors, sans plus tarder, Éminence et vous, mesdames et messieurs de la presse, je vous demande de vous lever pour que nous commencions par la prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, à l'aube de cette année nouvelle, tu as envoyé au milieu de nous ton Fils Jésus-Christ pour donner une lueur à ce monde qui souffre, monde de souffrance, monde d'angoisse, monde de soucis à cause de nos propres péchés. Ton Fils est venu nous apporter l'espérance, parce qu'il n'y a pas de désespoir pour celui qui compte sur toi. Notre souci aujourd'hui réuni ici, c'est la situation de l'Est de notre pays, particulièrement la situation de nos frères et sœurs des deux territoires de Béni et de Butembo. Mais au-delà de ces deux territoires, c'est l'avenir de notre pays qui se joue dans cette partie. Illumine-nous, envoie sur nous ton Esprit Saint, l'esprit de discernement, pour que nous sachions discerner la réalité de ce qui se passe dans cette partie du monde. Et que ce même esprit nous inspire des initiatives nouvelles pour mettre fin à ces atrocités, mettre fin à la misère, au désespoir de notre peuple, afin que la naissance de Jésus dans notre monde puisse réellement signifier le départ d'un monde de paix, monde de fraternité, monde de justice. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éminence, en bon pasteur, vous avez été communié avec les joies, mais aussi avec les peines et les souffrances de nos frères et sœurs qui sont à Béni et Butembo, dans l'Est de notre pays. Nous sommes très curieux et très impatients de vous écouter, de partager votre expérience. Nous vous laissons la parole pour que vous nous donniez les grandes lignes de votre expérience. Mesdames et messieurs de la presse, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux de partager avec vous les grandes lignes de mes constats, ma réflexion après ma visite pastorale dans le diocèse de Butembo-Béni du 27 au 31 décembre 2019. Je vous remercie de tout cœur de vous être rendu disponible aujourd'hui, qui est un jour férié pour beaucoup, pour me rencontrer afin de faire large écho de la réalité que vit, je dirais, dramatiquement les populations de la partie est de notre pays. La pire des choses, c'est que nos frères souffrent et nous, à l'ouest, nous continuons à nous complaire dans des fêtes, dans des célébrations, et il n'y a personne qui parle, qui pense à ce qui se fait de l'autre côté. Quel était le contexte ou les circonstances de ma visite pastorale? Pourquoi je suis allé là-bas?
Le contexte de notre visite pastorale est essentiellement la souffrance, l'atrocité, l'angoisse que vivent les populations de l'Est, de la RD Congo, et qui crient au secours à tous ceux qui peuvent les entendre pour leur venir en aide. Ces gens crient. Ils crient au secours. Toute la question, est-ce que tout le monde entend ce cri? Leur voix fut également portée par les députés ressortissants de cette partie du pays qui sont venus à ma rencontre, par les membres de la communauté nandais qui vivent ici à Kinshasa et que j'ai eu à recevoir ici à l'archevêché. Tous ces gens m'ont déposé un rapport détaillé sur la situation avant mon départ. Le contexte est finalement celui connu par toute la communauté nationale et internationale depuis que ces violences ont commencé, depuis plusieurs années. On parle d'une trentaine d'années que cette situation dure. La conférence épiscopale nationale du Congo, la SEMCO, a plusieurs fois porté la voix pour attirer l'attention des autorités du pays sur cette situation. Nous avons fait plusieurs fois des plaidoyers auprès de la communauté internationale sur cette situation. C'est donc dans ce contexte que j'ai reçu aussi l'invitation de son Excellence Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, m'invitant d'aller visiter ces populations pour les réconforter et leur apporter un message de soutien de la part du Saint-Père, le pape François, mais aussi au nom de tous les évêques du Congo. Qu'est-ce que j'ai vu? Un constat plutôt amer. Partant du Kinshasa, j'ai fait une escale à Goma pour la correspondance. C'est là que son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, accompagné de ses deux évêques émérites, Monseigneur Ngabou et Monseigneur Kaboy, m'ont accueilli et adressé le mot de bienvenue et de soutien à la mission que j'avais commencée. À mon arrivée à Beni, j'ai été accueilli à l'aéroport par son Excellence, Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, par le gouverneur du Nord Kivu et les autorités militaires, policières et administratives locales. J'ai pu visiter l'ensemble de la zone dite rouge. Kokola, Maïmoya, Mukoko, Oisha, Mabasele, Mavivi, Mbao, Païda, Ruangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable, de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les 4 jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres, y compris parmi les militaires. Comme conséquence, il y a déplacement des familles par peur d'être égorgés. Des villages abandonnés, une population terrorisée et traumatisée, moralement affaiblie, qui abandonne ses champs, ses maisons,
son village pour aller vers le centre-ville comme Béni. Des actes de sabotage, des plantations spoliées, parce qu'une fois ces gens partent, il y a d'autres qui occupent le terrain. Des enlèvements fréquents. Nous comptons jusqu'à maintenant 5 prêtres qui ont été portés disparus, enlevés par ces gens. Ils les ont amenés dans la forêt. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. On peut supposer le pire pour ces gens. Généralement, quand ils les emportent comme ça, ou ils sont massacrés, ou ils sont intégrés de force dans leur milice, ou alors ils servent de main-d'œuvre pour cultiver les champs pour eux et entretenir les plantations, particulièrement les plantations de cacaoyers. Notre analyse, ayant observé, ayant vu tout ça, je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Et ça se complique parce que nous sommes à une frontière non pas du type naturel, comme une rivière, mais la frontière est artificielle. C'est le même peuple que vous trouvez du côté congolais comme du côté ougandais. Nous sommes à Beni Butembo en face, sur l'Ouganda. Vous avez le peuple nandais du côté Congo. Quand vous traversez en Ouganda, il y a aussi des Banandais de ce côté-là. Lorsqu'on déverse le peuple de l'Ouganda, mais parfois ce sont des Nandais. Et ça complique, ça brouille les cartes. C'est la même logique qui fonctionne au niveau de Rutshuru. Ça peut être de rwandophones, mais de ce côté, vous trouvez le même peuple. C'est la même chose que vous trouvez du côté de Fizi, le territoire de Fizi, dans le diocèse d'Uvira. Et étant donné que c'est le même peuple de part et d'autre, c'est très difficile de distinguer qui est qui. Cependant, il est capital de faire la distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années, et qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Uvira, ceux qu'on appelle de façon les Banyamulenge, les vrais Banyamulenge ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise, qui sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière, dans le Rutshuru, vous trouverez de rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord, dans l'Ituri, vous trouverez de peuples à morphologie nilotique, ce sont les Ema. Les Ema, ce sont les Tutsis
de l'Ouganda, mais ils sont au Congo depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité. Donc ce n'est pas ceux-là qui font problème, parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de les faire passer comme des Congolais. Et le cas le plus criant, sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de méfiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a l'ambiguïté de la MONUSCO. Le peuple ne fait pas du tout confiance à la MONUSCO pour la simple raison qu'à côté des installations de la MONUSCO, on vient égorger les gens. Or, la mission principale de la MONUSCO, c'est protéger la population civile. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONUSCO, c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. On ne sait pas très bien à quel jeu joue la communauté internationale à l'Est. Que faire devant cette situation? La pire des choses, c'est le désespoir. La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre, en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Il y a l'axe diplomatique. Il appartient à notre gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour convaincre le pays voisin, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser ces populations au Congo. Parce que quand nous parlons de la nécessité de réconciliation entre Congolais, mais on ne fait pas cette réconciliation avec des étrangers. Il y a réconciliation entre Congolais. Et il y a des peuples qui habitent l'Est, qu'ils soient d'origine rwandaise. Dès lors qu'il est reconnu comme Congolais, il y a nécessité pour nous de chercher la réconciliation, le dialogue, pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais cette recherche de réconciliation ne fonctionnera pas si nous sommes face à des étrangers. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie ces trois pays d'arrêter, de cesser, de déverser sa population au Congo. Il y a l'axe économique et humanitaire. La situation de la population est dramatique. À cause de l'insécurité, comme je l'ai dit, la population a dû abandonner villages, maisons, ses biens, ses champs, ses plantations. Comment cette population va vivre dès lors qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations? C'est la misère. Et notre cri face à cette situation, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité, mais aussi que la communauté internationale puisse venir en aide à cette population
avec de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser une population comme ça. Mais la vraie solution en définitive, ce serait que ces atrocités cessent et que le peuple puisse retourner chez soi, dans son village, dans ses maisons, pour continuer à vivre. Il y a l'axe sociopolitique. Nous avons constaté que dans cette partie du pays, et tout ça, ça alimente le conflit, il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans le temps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la légitimité. Et ces chefs coutumiers qui ont été destitués, frustrés, mais ils sont tentés de se mettre avec les adeptes. Parce qu'ils espèrent peut-être avec les adeptes, ils vont récupérer leur pouvoir. Il appartient aux autorités de Kinshasa, notamment le ministère de la décentralisation, de prendre en charge ce genre de questions. Il y a un élément aussi qui existe, notamment à Maïmoya, là où des prêtres ont été enlevés, et qui peut être considéré aujourd'hui comme l'épicentre du conflit. Il y a une sorte de mixage culturel. Je vous ai dit ici que les adeptes Nalu sont au Congo depuis au moins 30 ans. C'est depuis l'époque de Mobutu. Pendant ces temps, ces gens ont eu à marier nos filles. Qui dit mariage dit aussi des enfants. Tous ces enfants sont là. Et ça crée une situation difficile à déceler. Et naturellement, il y a des complicités. Ce n'est pas un papa qui va dénoncer sa fille et qui vit avec un adepte. Ou l'enfant qui est né de ces mariages. La fille est avec son mari dans la bouche. Et papa élève la fille, élève l'enfant. Ce n'est pas le grand-père qui va dénoncer son petit-fils, humainement parlant. Donc ce sont des choses qui compliquent la situation au niveau du terrain. Il y a aussi, on a constaté, des cas des arrestations arbitraires. Étant donné qu'on ne connaît pas très bien qui est l'ennemi, parce que l'ennemi est invisible. Peut-être il est diffus dans la population, ou il se retire dans la forêt, qu'il maîtrise très bien. Alors des fois il y a des dénonciations, des arrestations, et ces gens ne sont pas jugés. Tout ça, ça augmente la frustration de la population. Nous pensons que c'est le rôle des députés nationaux, provinciaux et des leaders communautaires de déclencher un processus de dialogue pour prendre en charge toutes ces questions qui créent de frustration dans la population. Enfin, c'est l'axe militaire, sécuritaire. Notre armée est là. Notre armée, c'est l'unique armée que nous avons. L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et sœurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Béni, 2 militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit de le mépriser ou de le ridiculiser. Naturellement, parmi les militaires, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Il y en a qui commettent des bavures, comme ça existe dans toute famille. Mais je crois que nous n'avons pas le droit
de parler toujours de notre armée comme nous aimons le faire de façon négative. Ce sont des gens qui méritent notre admiration, qui méritent considération. Ils sont là, mais ils n'ont pas toujours le moyen de faire la guerre. Ce n'est pas de leur faute. Un militaire, c'est un être humain, il doit manger. Il doit prendre du pain le matin. Sinon, vous l'envoyez au front, comment il va faire? Il appartient au gouvernement de mettre le moyen conséquent à la disposition de l'armée. Vous ne pouvez pas attendre d'une armée une prouesse militaire et en même temps ne pas lui donner le moyen de son action. Le deuxième front, c'est le nombre. Le pays est en guerre et priorité doit être cette région de Beni Butembo où il y a des massacres et des morts chaque jour. On devrait plutôt augmenter le nombre de militaires de ce côté et en même temps mettre à leur disposition des moyens conséquents. Toujours sous le volet militaire, la MONUSCO doit se remettre en question. La MONUSCO, c'est la communauté internationale. Ce serait une erreur de notre part, et je l'ai dit à la population de Beni et aussi à Butembo, nous commettrions une erreur en jetant dehors la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Si nous jetons la communauté internationale dehors, quelle image nous donnerions de notre pays et surtout de Beni Butembo? Parce que c'est cette même communauté internationale que nous suspectons d'être derrière le plan de balkanisation. Vous jetez cette communauté dehors, vous précipitez la mise en application de ces plans. Donc nous devons rester prudents. Ceci dit, la MONUSCO doit se corriger. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays, patrouillent un peu la journée et la nuit, ils se barricadent dans leur base, pendant qu'on égorge les populations à côté. Ça, c'est inacceptable. Nous avons eu le temps d'en parler avec les autorités de la MONUSCO, notamment le commandant, le général commandant, et aussi les responsables sur place à Beni. Je crois qu'eux-mêmes sont conscients de cette situation. Il y a des choses à corriger de la part de la MONUSCO, de la part de l'armée, tout comme aussi de la part de la population, qui généralise les manquements de la part de la MONUSCO ou de la part de l'armée. Nous devons savoir discerner qu'est-ce qui se fait de bien à encourager et qu'est-ce qui se fait de mal à corriger. Mais évitons la généralisation, évitons de jeter tout le monde dans l'eau sale. Et comme on dit, jeter le bébé avec l'eau sale. Malgré ces tableaux sombres, malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national, partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations. J'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On est sidéré. Mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment
le drame qui est en train de se jouer à l'est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et sœurs qui sont à l'est. C'est leur problème. Nous ici, on se marie, on fait la fête, généralement on célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Tout en exhortant les peuples victimes, surtout nos frères et sœurs de l'Est, tout en les exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je vous confie tous à l'intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, le Congo. Et je vous remercie. Un grand merci à ta caméra pour ce regard du pasteur. Non seulement cette observation objective de la situation dans l'est de notre pays, mais aussi le sérieux dans l'analyse. Nous avons aussi constaté dans les axes que vous ouvrez pour améliorer la situation, cette note d'espérance qui caractérise votre constat et votre analyse. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase d'échange. Et je laisse M. Hugues Kibaou faire la modération de cette phase, cette deuxième phase de notre conférence de presse. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Mesdames et messieurs de la presse, nous procéderons par question. Et daignez bien vous présenter et présenter l'organe de presse. Son éminence répondra aux questions singulièrement, question par question. Il est disposé à répondre à toutes les questions de la presse. Rassurez-vous. Oui. Allez-y. Ok. Merci, je suis Charles pour le compte de la télévision catholique. Son éminence, c'est juste deux petites préoccupations. La première est celle de savoir pourquoi cette visite pastorale intervient justement à la fin de l'année. Pourtant, nos frères et sœurs de ce coin du pays meurent presque tous les jours. La deuxième préoccupation est celle de savoir quelles sont alors les recommandations que vous formulez à l'endroit des dirigeants, mais aussi aux acteurs politiques qui sont souvent aussi cités à ces graves. Merci. Merci. En fait, les éléments de réponse sont contenus dans ma communication. Je suis allé à l'Est à cause de la gravité de la situation et la détresse de notre peuple. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas un politicien. Et le rôle du pasteur, c'est d'être à côté de ce brebis qui souffre. Pourquoi cette période? C'est la fin de l'année, je suis allé entre Noël et bonne année. C'est la période où tout être humain peut prétendre passer un moment de bonheur et de joie. C'est un droit. Mais ces peuples étaient complètement privés de ce moment de bonheur. Moi, j'avais estimé qu'en tant que pasteur, ma place était à côté de ce peuple qui souffre. Et je peux vous assurer que ma présence, rien que ma présence, a été un réconfort que vous ne pouvez pas imaginer pour ce peuple. Que ce soit la population, que ce soit l'armée, la police et la MONUSCO. Tous. Ça a été un moment de bonheur. Et je crois que pour moi, je suis dans ma mission de pasteur. Les recommandations, je les ai données conformément aux axes que je viens de décrire. Merci. Merci. Oui, allez-y. Un instant. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis Julien Louka et Nyongo François. La plupart des gens m'appellent TV5. Je suis étudiant à l'UPEL. Je suis le chargé de la logistique du mouvement qu'on appelle Miss RDC, Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC. Avant en fait, j'ai deux petites questions, mais au-delà de ces deux petites questions, j'ai des propositions de notre mouvement. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre à ce que je vous les montre. Allez-y par les questions.
les services s'occuperont de votre désirata. Les questions sont là. En attendant, je pose mes questions, mais quelques personnes peuvent m'aider à ouvrir ce message de Commencez proposition. par les questions. Les services s'occuperont pour récupérer votre message. Merci. Ma première question est que le mouvement des indignés des pays Bel-Irek dénonce cette infiltration de Rwandais dans notre armée. L'exemple clair, c'est par rapport au général Osman Takanda qui est à ce pays, qui était général de la République démocratique du Congo, mais là-bas, il s'est déclaré rwandais. Alors, vous, en tant que père de la nation, père de l'Église catholique, qu'est-ce que vous pouvez faire comme lobbying auprès du gouvernement pour mettre hors d'état de main toutes les autorités rwandophones se trouvant dans notre armée? Et ma deuxième question, c'est que la population est en train d'être massacrée chaque jour. Et vous venez de signifier très bien que la MONUSCO est en train de favoriser cette balkanisation dans ce pays. Et pourquoi nous devons garder cette MONUSCO au lieu de demander une force internationale neutre d'un seul pays pour pouvoir sécuriser la zone est de la RDC? Au-delà de ça, j'avais des propositions. Merci. Ici avec mon groupe. Je permettez à son éminence de répondre à vos questions. S'il vous plaît. Les désirataires, venez les écouter à la fin. Éminence. Monsieur de la presse, vous avez patienté. Nous les disions que son éminence répond aux questions régulièrement, une par une. Merci. Pour la première question, comment mettre fin à cet état de choses, c'est-à-dire l'infiltration de notre armée? Il faut faire très attention lorsque vous traitez de cette question. Nous devons éviter la généralisation. Je vous ai dit ici qu'à l'est du pays, il y a de populations congolaises qui sont d'origine rwandaise. Il est tout à fait normal que dans l'armée, vous trouverez aussi des militaires d'expression rwandophone. Et ils sont de Congolais. Il ne s'agit pas de pointer au sein de l'armée ou au sein de la population tout individu d'expression rwandaise pour dire « va-t'en ». Nous tomberons dans ce qu'on appelle la xénophobie. Et là, ça se retournera contre nous. Le problème, c'est la distinction entre les Congolais d'expression rwandaise qui sont au Congo depuis longtemps et qui sont des Congolais. Comment les distinguer des autres qu'on est en train de déverser au Congo d'aujourd'hui? Pour cela, il faut un État organisé. Il faut un contrôle à la frontière du pays. Le malheur à l'Est, c'est que nos frontières sont poreuses. Donc on peut entrer et sortir comme on veut parce que la frontière est artificielle. On ne sait pas où se trouve exactement la frontière dans la brousse. Donc le grand problème pour nous, c'est de renforcer les fonctions régaliennes pour pouvoir protéger nos frontières à l'Est et éviter qu'il y ait de nouveaux venus qui soient déversés chez nous. Mais ne tombons pas dans cette, ces risques de considérer tout quiconque d'expression rwandophone comme étranger. Ça aussi, ce serait une grosse erreur. En parlant de la MONUSCO, moi je n'ai pas dit que la MONUSCO est en train de favoriser la balkanisation du pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la MONUSCO a une mauvaise perception à l'Est parce que sa première mission, qui consiste à protéger la population civile, cette mission n'est pas complètement assumée. Autrement, comment comprendre qu'on vienne égorger, tuer froidement
à côté des installations de la MONUSCO. Donc c'est une faillite dans l'accomplissement de sa mission qui doit tout simplement corriger. Merci. Oui, la prochaine question, par là. Allez-y, monsieur Kaki. Madame, allez-y. Gloire pour Téléchambre. Si vous permettez, Son Éminence, je peux m'exprimer en lingala. Oui, j'ai 3 petites questions. La première, c'est avoir une position et à Son Éminence, une proposition d'opérer la déclaration, il y a Adolphe Mozito pour la guerre contre Rwanda. Pour que on a su que l'histoire va nous en là, la côté ouest, côté qu'on a des guerres et ali, des oiseaux pour famille coloniale. Deuxièmement, le la population, ceux qui va nous remplacer, est-ce que il y a absence justement de l'autorité de l'État ici Kawana Oyo, et puis troisième question, Ezali, rôle de l'Église, parce qu'on a constaté pour le 3e mandat, l'Église s'est mobilisée avec une marche, on a chaque jeudi, et les Congolais vont faire des milliers, même montant bateau génocide à Rwanda, mais le biso na Congo, la beauté. L'Église catholique a proposé tout à pour sensibiliser la population. Merci. La réponse à Lingala. Position Yangai, na proposition au Bisobaso Toyokatiawa, il y a Adolphe Mozito, dans le bac il y a quelqu'un qui peut venir, mais il faut sauter à quelqu'un qui a le bac on a aussi ça passe, il y a des Bisobaso Mikuna, Congo, à Kendai, Tumba, na Rwanda, a annexé Rwanda et comment il était à Congo. D'un côté, na koki kolobate likambo Mozito alobi, ezali presque sentiment ya bana Congo baso. Soko yoki pasi bandeko bazali koyoka kuna na est. Moi tentation ya kokanisa lokola Mozito ezali au moins vérité ezali na likambo alobi. Mais en même temps, na limite kokebisa bana Congo. Liboso te okende itubana moto lokola Yesu Kristo alobaki fanda nano pe otala mwango ozali na yango eloko nini pipundeli ozali na yango mpona kokende ituba na contexte ya biso ya lelo soko toki etumba contre Rwanda tozali na chance soki mokete tobanda nano kotia molongo to bandanano kobongisa armée ya biso lokola na lobiawa to pesa moyen na armée pona kosala mosala soko tolingi kobongisa armée te proposition na ndenge wana ezali risque monene mpe pona biso ezali risque ezali malamu. Merci, Monsieur le Cardinal. Rôle ya l'État na lobi ambao na kanisi makambo mazali koleka kuna na est ezali liboso penza mokumba mosala ya l'État ulamatari asengeli atia biso kuna mpe alanda situation ya est soko totali comportement ya bali politique na mboka ya biso ezali kopesa impression que bango surtout classe politique bazali kopesa kilo mingi na likambo lizali koleka kuna na SFR pe koswana entre bango awa kowelaka bokonzi mosolo bongo na bongo nzokande kuna na est ekolo ya biso ezali na likambo. Église catholique ezali biso mosala na biso
lokola na lobaka mbala na mbala tozali lokola sinzili église catholique oteya baimboka ezali lokola sentinelle sinzili mosala ya sinzili ezali nde kokengele soki monguna azali mosika soki mwa likama lizali sinzili ya kobeta mbonga ote bato balamuka monguna azali koya yango nde tozali kosala lelo mosala tozali kosala lelo yango wana mosala ya profeta mosala ya sinzili mpona kokebisa bato mpona kolamusa baimboka bayeba te ekolo ezali na likama mpe na kolikia te biso na bino lokola tozwa tosangani awa lelo tokokoba se kolamusa baimboka. Votre mingi data cardinal. Oui, allez-y. Jeff Ngoyi Radio Kapi. Éminence, à vous entendre parler, on dirait que le désespoir reste dans tout longtemps. Vous-même, vous avez dit que le pire, ça peut être le désespoir. Mais vous avez proposé quelques pistes de solutions avec les recommandations que vous avez formulées. Et que peut-on envisager d'autre lorsqu'on sait que la plupart des rebelles, des ex-rebelles, des miliciens qu'on capture ou ceux qui se rendent sont déversés encore dans l'armée. Et lorsqu'ils intègrent l'armée à travers le programme DDR, ils revendiquent des promotions. Est-ce que c'est une forme de récompense pour ceux qui font la guerre dans l'Est? Que peut-on envisager d'autre en dehors de tout cela? Merci Radio Kapi. Ça, c'est une question difficile, parce que nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle la stratégie militaire. Nous ne connaissons pas la stratégie militaire. Mais de l'extérieur, nous constatons quand même ce que notre ami vient de relever. Il y a des gens qui ont fait la guerre au Congo, et puis demain, vous les trouvez dans l'armée. Ils ont de promotions assez rapides, alors que les autres autochtones qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas de promotion. Et tout ça, ça crée de frustration dans la population et aussi dans l'armée. Comment corriger cette situation? C'est assez compliqué, parce que cet acte, en fait, participe à la mise en application du plan de balkanisation. C'est à nous de nous réveiller et de regarder cette réalité en face. Mais quand vous entendez le discours de la classe politique à Kinshasa, c'est à peine si on voit le risque qui est caché derrière cette pratique. Voilà, par ici, monsieur, par ici, juste devant. Allez-y. Pascal Bouleva de RFI. Votre collègue de Beni Boutembo a récemment alerté sur les risques d'islamisation de Beni Boutembo, la forte proportion des casques bleus musulmans dans cette région. Ils ont participé à la construction de plusieurs mosquées. Comment est-ce que les casques bleus musulmans vont être révélés aussi musulmans, les adeptes? Est-ce que vous partagez la même inquiétude? Et puis, vous parlez de l'armée, il y a des infiltrations, c'est un phénomène mondial. Mais dans cette armée et dans les commandements, il y a des officiers sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. D'où pour l'ONU ne peut pas travailler avec eux. Que pensez-vous de cette ambiguïté des choses? Les populations quittent Beni, les Rwandais et Ougandais viennent. Vous avez des précisions sur ces localités occupées par des étrangers? Merci. Merci à RFI. Le risque d'islamisation du Congo à la faveur de ce qui se passe à l'Est est réel. Et ce que dit Monseigneur Melchisedek Sikouli est vrai. On a capturé beaucoup des adeptes. Vous savez qu'au début, il y avait deux mouvements. Il y avait les adeptes et les Nalou. Les Nalou sont rentrés en Ouganda. Les adeptes d'aujourd'hui, ce ne sont plus exactement les adeptes d'origine. Donc le mot adepte est devenu une sorte de porte-nom
qu'on colle à tous ces gens qui ont un plan d'occupation d'un morceau de notre pays. Parmi eux, on a trouvé des Soudanais, on a trouvé des Centrafricains, on a trouvé des gens venant de tous les pays voisins à l'Est. Mais il est vrai que le fondamentalisme islamique qui s'est fait de par le monde a trouvé là aussi un terrain fertile. Considérons que la terre de Béni-Boutembo est considérée par les experts comme la partie la plus fertile de la terre du monde. Donc, il y a de quoi envier ces territoires-là. Le risque d'islamisation, ça c'est vrai. Mais est-ce que la MONUSCO participe à ces risques d'islamisation? Ça, il faut prendre avec prudence. Parce que dans la partie Béni-Boutembo, je n'ai pas vu de Pakistanais là-bas. Les Pakistanais sont au sud, je crois, la partie Minembwe. Ils sont de ce côté. Mais il est aussi vrai que notre pays, aujourd'hui, fait face à un phénomène d'islamisation planifiée. C'est un plan, non seulement pour le Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Les mosquées poussent partout, même ici à l'ouest, même ici à Kinshasa. Nous avons mené des enquêtes, les mosquées poussent partout. Même là où il n'y a pas de musulmans, on construit des mosquées. C'est un plan qui est parti des pays arabes, comment on appelle ça, le pétro-dollar. C'est pour islamiser l'Afrique, c'est leur plan. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique à l'est du pays. Ça se voit peut-être de façon remarquable. Merci, merci le ministre. Les officiers sous sanction. La question des militaires sous sanction, évidemment, ça crée beaucoup de, je dirais, d'incompréhension dans la population. Il n'est pas normal que les militaires qui ont été sanctionnés soient toujours dans l'armée et qui reçoivent de promotion. Je crois que cette façon de faire complique même le bon fonctionnement de l'armée. Il est capital que l'autorité du chef d'état-major général soit reconnue et respectée par tous. Mais quand vous avez des militaires qui obéissent à d'autres autorités que le commandement militaire, ça fragilise l'armée. Même nous aussi, comme Église, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi des militaires qui sont sous sanction et qui ont des dossiers très graves ne rendent pas compte à la justice et continuent à recevoir de promotion. C'est incompréhensible. Et cette situation ne fait pas honneur à notre armée. Merci à son éminence. Madame, allez-y. Fifi Kouchipon de Digital Congo. Monsieur le cardinal, j'ai très bien suivi votre message. Vous avez quelque part dit que nous ne devons pas jeter précipitamment la MONUSCO. Je reviens encore sur la MONUSCO. Et que vous avez ajouté également en disant que rejeter la MONUSCO, c'est rejeter la communauté internationale. Et que c'est cette communauté internationale que nous suspectons avoir un plan de balkanisation de la RDC. Donc, selon vous, la solution serait d'appeler la MONUSCO à se remettre en cause. Alors, ma question est celle-ci. Pensez-vous que si réellement la communauté internationale a un plan de balkanisation de la RDC, que si à la communauté internationale, je voulais dire, est-ce qu'on doit leur demander de se remettre en cause sous la MONUSCO? Parce que s'ils ont un plan, ils finiront par réaliser ce plan. Ça finira par arriver. Que ça arrive précipitamment, ce plan de balkanisation, ou que ça soit un projet à long terme, ça finirait par arriver. Donc, pensez-vous qu'il serait mieux d'appeler la MONUSCO à se remettre en cause, ou peut-être, à votre avis, vous pouvez proposer une autre solution par rapport à l'insécurité dans l'Est? Merci, madame. Le digital. La réalisation du plan de balkanisation dépend
essentiellement de nous Congolais. Ces plans, même si c'est voulu par quelques membres de la communauté internationale ou par des pays voisins, ne peut se concrétiser que si nous, Congolais, nous nous prêtons à ces jeux-là. Autrement, ça ne passera pas. La communauté internationale n'a pas une position très claire sur cette situation. Et je crois que si nous, comme Congolais, nous prenons en charge, nous commençons à nous pencher sur cette situation de l'Est et en faisant voir à cette fameuse communauté internationale notre désapprobation de ces projets, ça ne se réalisera pas. Et ce qui réconforte beaucoup à l'Est, quand vous parlez avec tout le monde, il n'y a aucun Congolais qui soit en faveur de la balkanisation de son pays. On a divisé la Yougoslavie, on a balkanisé la Yougoslavie parce que le peuple qui habitait la Yougoslavie voulait se séparer les uns des autres. Sinon, la Yougoslavie ne serait pas balkanisée. On a balkanisé le Sud-Soudan, on a balkanisé le Soudan parce que le Sud-Soudan voulait son indépendance. Or, ce sont des réalités que vous ne trouvez nulle part au Congo. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité et ces plans ne peuvent réussir que si le fils et le fille du Congo jouent le jeu. Au point où nous en sommes, je suis convaincu qu'ils ne réussiront pas ces plans de balkanisation. Il n'y a pas de fatalité. Merci, son éminence. Allez-y, s'il est bon. Par ici, monsieur Wannet. Orman Boula pour les comptes informés de ce point net et Progrepto. Éminence, vous avez affirmé tout à l'heure qu'il y a un plan de balkanisation de la RDC. C'est l'objectif majeur d'ailleurs de tous ces massacres que vous venez d'énumérer. Est-ce qu'on peut connaître les principaux acteurs de cette balkanisation ou de ces plans? Parce qu'on ne peut pas avoir un plan sans connaître les gens qui sont derrière. Connaissez-vous ou vous pouvez dire à la population qui sont les principaux acteurs du plan de balkanisation de la RDC? Ça va beaucoup aider la population. Deuxième question, vous avez évoqué le fait que même la presse ne fait pas très bien son travail en évoquant la situation que vit la RDC par rapport à la guerre. Vous avez demandé qu'on puisse même déclarer qu'en RDC il y a la guerre. Est-ce que cela ne va pas non plus dissuader les investisseurs à venir contribuer aussi pour le développement du pays? Merci. Merci à vous. Nous allons prendre la dernière série des questions. Veuillez patienter pour permettre à son éminence de répondre aux questions, à la question récente. Le dernier intervenant posait deux questions. Il demande si je peux vous citer les principaux acteurs de la balkanisation. Si je les connaissais, je les aurais mentionnés dans ma communication. Moi, je ne les connais pas. Si quelqu'un dans la salle les connaît, il nous rendrait service en les citant. Nous ne connaissons pas qui est derrière, mais nous voyons les œuvres de cet ennemi invisible. Est-ce que la presse doit parler d'une situation de guerre au Congo? Est-ce que cela ne va pas dissuader les investisseurs? Pas du tout. Les investisseurs connaissent très bien la situation du Congo. Et ce sont ces mêmes investisseurs qui sont parfois derrière le désordre à l'est là-bas. Soyons réalistes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des affaires au Congo pendant les périodes troubles que pendant la période de paix. Donc, n'ayez aucun souci de préoccupation pour les investisseurs. Les investisseurs sont de braves garçons, de braves filles. Ils savent comment trouver leur chemin dans cette situation. D'abord, il n'y a même pas d'investissement au Congo.
Maintenant, nous ne parlons pas de la guerre, mais il n'y a pas d'investissement. Le Congo est considéré comme un pays à haut risque pour les investissements. Ceux qui investissent, c'est généralement de façon mafieuse. Ce sont des grands mafieux qui font des affaires au Congo avec la complicité des fils et des filles du Congo qui sont en situation de pouvoir, que ce soit des politiciens ou dans l'armée. Les vrais investisseurs n'investissent pas au Congo d'aujourd'hui. Donc nous avons tout intérêt à regarder la réalité en face, de ne pas nous voiler la face, et que la presse fasse son travail de communication et d'éducation de la population. Merci. Les 6 dernières questions, par là, madame, de l'autre côté. Alpha Minoana, Radio ICC. Éminence, vous venez de palper la réalité que vivent nos compatriotes des Béni Boutembo. Moi, je dirais même qu'il y a aussi ceux des Litouris qui sont aussi dans la situation de l'insécurité. Il y a un adage qui dit on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Pour les cas des Béni Boutembo, précisément, je dirais que ça ne brûle pas chez les voisins, mais c'est chez nous que ça brûle, en RDC. Et pensez-vous, ou trouvez-vous, en tant que conseiller aussi du réseau, puisque vous l'êtes aussi, trouvez-vous que c'est responsable de fêter ou de célébrer l'an 1 de l'alternance qui coûterait aussi 6 millions pendant qu'il y a des compatriotes qui croupissent dans la misère à l'Est? Merci. Merci à la radio SCC. Les 5 prochaines questions tout à l'heure. Normalement, nous devrions plutôt être en deuil dans ce pays. Nous devrions nous considérer comme un peuple, le mot c'est quoi? Un peuple endeuillé, un peuple qui porte un deuil. Malheureusement, nous ne sommes pas comme ça. La question de mademoiselle, madame, je ne sais pas, est-ce qu'on devait célébrer l'an 1 de la coalition au pouvoir? Naturellement, ce n'est pas le moment de faire des fêtes. L'argent qu'on peut utiliser pour la fête, on devait envoyer ça aux soldats au front. Mais la question ne vaut pas seulement pour ceux qui sont au pouvoir, c'est aussi pour nous tous. Nous sommes là. Est-ce que nous avons fêté? Oui ou non? Nous avons beaucoup fêté. Bonne année. Il y en a qui ont passé la nuit dehors en train de fêter. Il y en a qui sont fatigués aujourd'hui parce qu'ils avaient trop fêté. Donc l'interpellation qu'on peut adresser à la classe politique vaut aussi pour nous tous. Ça vaut pour nous tous. Merci. Les 5 dernières questions. Monsieur, oui. Votre éminence, c'est qui donne ça pour le compte de digitalcongo.net. Vous avez évoqué tout à l'heure, en répondant à Lingala, que souvent la classe politique se dispute de l'argent et le positionnement. Récemment, vous avez accueilli dans vos locaux la délégation de l'AFDC qui vient d'inviter plus c'est plein de près de vous pour pouvoir trouver des solutions en tant que presse de l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Effectivement, une forte délégation de l'AFDC et chez moi hier, on a échangé, ils m'ont présenté leur situation. Je considère tout simplement que nous devons apprendre à respecter, savoir respecter les autres. La démocratie, c'est j'ai mes opinions politiques, mais tu peux aussi avoir des opinions politiques divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Or, notre classe politique au Congo a tendance où tu penses comme nous, sinon tu es un ennemi. Et on le fait au niveau du pouvoir. On le fait au niveau de ceux qui détiennent le pouvoir. Puisque tu n'es pas avec nous, nous allons tout faire pour te faire souffrir. Nous allons tout faire pour t'arracher tes droits, et même des droits légitimes. Et là, ça ne va pas.
je crois qu'il appartient au président de la République, en tant que garant des institutions, de sécuriser les uns et les autres. On n'a pas le droit de se comporter comme on fait maintenant avec les gens de AFDC, tout simplement parce qu'ils ont d'opinions divergentes. C'est pas juste. Mais bon, ce n'est pas notre rôle d'entrer dans des querelles politiciennes. On ne veut pas entrer là-dedans, mais nous disons toute la situation, l'alternance que nous avons eue aujourd'hui au sommet de l'État, même si c'est critiquable, mais c'est quand même le fruit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et un point très important que nous avions traité durant le dialogue qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre, et ça a été mentionné dans l'accord, c'était notre refus absolu des dédoublements des partis. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, après l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'on continue à dédoubler des partis de façon inutile. Ça, c'est inacceptable. Et c'est le cas de ces partis qui est venu chez moi hier. Hier, c'était l'UDPS, c'était MRC, c'était MSR, c'était plusieurs partis qui ont été dédoublés. Et l'accord de la Saint-Sylvestre avait levé l'option, à partir d'aujourd'hui, plus de dédoublement de partis. Qui veut créer son parti, libre à lui, mais il ne faut pas dédoubler le parti d'autrui. Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Il appartient au président de jouer son rôle et de sécuriser ses partis. Voilà, les 4 dernières questions, madame. Merci. Merci, M. pour Actualité.cv. Je voulais revenir un peu sur la question des sanctions des officiers, des sanctions de la communauté internationale. Il y en a qui sont sous sanction mais qui continuent à diriger notamment les opérations de l'Est-Afrique. Alors, que proposez-vous à leur sujet? Doivent-ils continuer ou ils peuvent laisser? Merci, Actualité pour accéder. J'ai répondu à la question. Je crois que c'est une question c'est une situation qui met tout le monde dans l'embarras. Ce n'est pas une situation idéale. Personne ne peut souhaiter une situation pareille. Et ça jette, je dirais, un peu le flou sur l'image même de notre armée et l'image du pays. Il est de l'intérêt de ceux qui gouvernent le pays, en commençant par le chef de l'État, de corriger ces situations qui dénaturent même l'image de notre armée. Voilà. Je vois mademoiselle au fond, là-bas. En pagne, oui. Vous pouvez avancer. Voilà. Oui. On est là pour le compte de la prospérité. Éminence, vous avez fait le tour de Béni Boutembo. Pouvez-vous nous dire quelles sont les localités les plus touchées par la guerre? Merci. La question est déjà trouvée du fond. Allez-y, à côté, ici. Mon t-shirt bleu. Monsieur en t-shirt bleu. Oui, merci. En fait, j'ai le micro. Son Minas, depuis qu'il y a eu des tueries, massacres, dévastations à Béni, jusqu'à présent, il n'y a aucune autorité, aucun membre du gouvernement qui est allé visiter cette population de Béni. Alors, vous, en tant que cadre de la commission nationale, épiscopale nationale du Congo, Sengo, et vous, en tant que cardinal de notre nation, et cette visite doit être significative sur le plan communicationnel. Et qu'est-ce que la population de Béni peut attendre de votre part? Et on connaît très bien lorsque l'Église catholique s'implique dans une situation, ce qui arrive. Alors, qu'est-ce que la population de Béni peut attendre de votre part en tant que cardinal? Oui, l'un des cadres de la Sengo. Merci. La population de Béni l'a dit le temps que j'étais là. C'est d'abord sa grande satisfaction que je sois venu. Parce que le climat, le sentiment général, c'était le sentiment d'abandon. On est oublié. Naturellement, il y a
le président, tout comme certains hommes politiques, font les défilés de Béni, mais restent à Béni City, la cité de Béni. Ils ne vont pas vers la zone rouge. Ce qui fait la grande différence, c'est que je suis allé jusque dans la zone rouge. Ce que la population demande, que ce soit de l'Église catholique ou de nous tous ici, c'est de ne pas les oublier. Leur ennemi numéro 1, ce serait l'oubli collectif. Nous ne devons pas les oublier, nous devons continuer à partager leurs souffrances et à les accompagner, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que leur cas soit connu et qu'une solution enfin soit trouvée. Merci à son éminence. Par ici, monsieur en veste. Merci. Je suis Jean Fortuné Foissage, journaliste de la radio Lydia. Son éminence, je suis votre exposé. Vous avez signalé qu'il y a 5 prêtres à présent qui sont disparus à ces atrocités. Maintenant, ma question est celle de savoir quelle est en fait la sécurisation, ou soit quel est le rôle de l'Église catholique pour assurer la sécurité de nos prêtres qui sont disparus, parce que c'est nos pasteurs. Voilà. La première chose, j'ai eu à saluer les témoignages des hommes et des femmes d'Église dans cette partie de notre pays. Pendant que tout le monde fuit l'insécurité, l'Église catholique est là. Il y a des prêtres, il y a des consacrés qui ont levé l'option de rester à côté de leur peuple, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est le plus beau témoignage que l'Église peut apporter à un peuple aux abois. Parce que ces hommes, ces prêtres qui sont là, dans les paroisses, à Maïmoya, là où nous sommes passés, et nous avons été reçus par les curés, et ces vicaires, c'est les lieux où 3 prêtres ont été enlevés. Ça fait aujourd'hui 3 ans que nous n'avons pas de nouvelles de ces prêtres. Dans le pire des cas, on peut imaginer qu'ils ne sont plus en vie. Dans le pire des cas. Mais tant que nous n'avons pas de preuves de leur mort, nous continuons à espérer. Qu'est-ce que l'Église doit faire, peut faire pour sécuriser la population ou le prêtre enlevé? Le travail de sécurisation, ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église n'a pas la mission de sécuriser. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'Église, c'est d'être là, aux côtés du peuple qui souffre. L'Église a une mission de témoignage, être là. Le moment de joie comme dans le moment de souffrance. Et là, de ce côté-là, je suis très fier de l'Église catholique, surtout dans cette partie du pays, qui est là et qui continue à soutenir moralement le peuple qui souffre. Voilà, la dernière question, monsieur. C'est Prosper Mbumba, missionnaire père de Skeut, journaliste indépendant et correspondant de Fides, l'organe de presse des œuvres pontificales missionnaires. Éminence, face à cette situation que vit notre pays, on voudrait que la communauté internationale s'implique davantage. Je peux oser dire que la grande famille catholique d'à travers le monde constitue aussi une communauté internationale. Qu'attendez-vous de la grande famille catholique à travers le monde? Et que pensez-vous faire? Quelle manœuvre entreprendre avec les églises, les conférences épiscopales de nos pays voisins? Merci. Merci, c'était la dernière question. Tata Cardinal. Il faut d'abord saluer le rôle du pape François dans ce qui se passe à l'Est. Il n'a jamais cessé de parler de la situation de Béni Boutembo et de prier pour
l'Est de notre pays. Dernièrement, il a organisé une grande célébration à la basilique Saint-Pierre pour le Congo, pour l'Est du Congo. C'est qui est quand même une situation exceptionnelle qu'un pape organise une messe spéciale pour un pays comme nous avions eu. Et le comble de bonheur, il a célébré en rite zaïrois. C'est dire combien la situation de notre pays préoccupe le souverain pontife, qui est l'autorité suprême de l'Église catholique. Si le pape est préoccupé par cette situation, soyez-en sûrs, c'est l'ensemble de la communauté catholique. Notre rôle, c'est de continuer à entretenir cette attention qui est portée sur notre pays. Et à travers Radio Vatican, qui était aussi mise à contribution, je crois que l'ensemble de la communauté catholique est informée. Le travail que nous avons à faire désormais, c'est de continuer le plaidoyer, la sensibilisation, pas seulement au niveau de l'Église catholique, mais avec les églises sœurs, les protestants, les humanistes qui sont ici, même le musulman. Je peux vous rappeler, au mois d'octobre, nous avions organisé une grande réunion à Genève avec le Congo et le pays voisin, y compris le Rwanda, Burundi, l'Ouganda, la Centrafrique, Soudan du Sud, Angola, la Tanzanie, pour voir comment nous pouvons porter ces messages de paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, c'était l'Église catholique de tous ces pays, le protestant, le musulman et les autres confessions religieuses qui se trouvent là, parce que nous estimons que c'est notre rôle de porter la bonne parole de paix et de sensibilisation pour que la communauté de cette sous-région puisse enfin vivre en paix et dans un sentiment de fraternité générale. Nous faisons notre travail et nous allons continuer. Au niveau du Congo, nous avons déjà commencé avec le protestant, globalement, les cubanistes un peu, parce que les cubanistes ne sont pas toujours très portés vers les questions sociopolitiques. Ce n'est pas dans leur tradition, mais on les implique, parce que si on se met ensemble, on devient plus fort. Dans la série des questions-réponses, M. Labbé. Mesdames et messieurs de la presse, d'avoir répondu présent à cette invitation à la conférence que nous venons de tenir. Nous remercions également tous les frères et toutes les sœurs ici présents pour votre participation à cette conférence de presse. Tous nos remerciements vont vers Tada Cardinal pour sa disponibilité et pour la pertinence des réponses qu'il a pu apporter à nos différentes questions. Nous avons quelques annonces qui concernent d'abord, mesdames et messieurs de la presse, il y a une liste qui circule et nous vous demandons d'inscrire votre nom et le nom de votre agence de presse sur cette liste-là. Vous pouvez aussi contacter Madame Galdou Meta pour ce service-là, ou Monsieur Charlie Mukuba, qui sont de la télévision catholique Erika. Nous vous informons également que demain, 4 janvier 2020, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo célébrera une messe en l'occasion des chants des vœux pour l'année nouvelle qui commence. Et la messe sera dite à 9h30, 9h30. C'est M. l'abbé Aloïs Condé, directeur du centre pastoral Indoré, qui nous donne ce communiqué. Alors, voilà. Tout au long de cette messe, une attention particulière sera donnée pour les victimes, toutes les victimes des atrocités dans notre pays. En nous rappelant notamment les martyrs de l'indépendance, bien sûr, mais tous les martyrs aussi qui ont versé leur sang pour des lendemains meilleurs de notre pays.
Alors sur cette note, nous allons demander à Tata Cardinal de clore cette conférence de presse par une prière et par la bénédiction. Comme nous sommes des hommes et femmes de foi, nous espérons, continuons à espérer, surtout que Dieu lui-même est venu habiter dans notre monde. Avec la fête de Noël, ça signifie la paix est possible dans notre pays, surtout à l'Est. Nous allons confier cette intention à Dieu par l'intercession de Marie, qui est la mère de Dieu, Marie, qui est la mère de la paix et la mère, la patronne de notre pays, le Congo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né dans notre monde, qui est né dans nos cœurs, qu'il vous transforme, qu'il fasse de vous des agents de paix, des agents de réconciliation entre les hommes, entre les femmes, afin que notre monde, afin que notre pays, le Congo, particulièrement dans sa partie Est, puisse connaître la vraie paix qui vient de Dieu. Que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans nos familles, que la paix règne dans nos cœurs. Soit avec chacune de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci et allez dans la paix du Christ. S'il vous plaît, Tata. Gino. Comment la couloir, le couloir. nakokamba mpata nzambe apesi ngai na motema mobimba nakotambwisa masuwa kino na libongo na nguya eli mosantu na